Cet épisode est commandité par Cautionnement Expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue au balado Station Constructo. Nous décortiquons dans cette série d'épisodes plusieurs mises en situation malencontreuses qui pourraient survenir au sein d'entreprises en construction, car nous ne sommes jamais à l'abri de problèmes qui pourraient survenir dans notre entreprise, que ce soit au bureau ou sur les chantiers. 4 situations fictives seront d'abord présentées afin que des experts nous offrent par la suite leurs conseils pour éviter des événements similaires. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous présentons un cas lié à la pénurie de main-d'œuvre. Voici la mise en situation. Frédéric travaille en ressources humaines pour une entreprise spécialisée en toiture près de Québec. Celle-ci, comme beaucoup d'autres entreprises, est confrontée à la rareté de la main-d'œuvre. Avec l'ouverture des bassins dans ce secteur, l'embauche d'une main-d'œuvre inexpérimentée est possible. Bien que cette situation-là soit pas idéale, Frédéric prend la décision d'embaucher quelques employés issus des bassins afin d'arriver à honorer les engagements de l'entreprise. Mais là, rapidement, les compagnons chargés de former les nouveaux employés partagent certaines de leurs préoccupations à Frédéric. Ils appréhendent de ne pas arriver à respecter les échéanciers, et ce, malgré l'aide des nouveaux employés. Ils se disent essoufflés. Ils craignent aussi que la qualité des ouvrages soit menacée par l'inexpérience des nouveaux employés. Et puis, de leur côté, certains employés nouvellement arrivés soutiennent que certains compagnons sont parfois impatients à leur égard, ne prennent pas le temps de bien leur expliquer les tâches à effectuer. Bref, quelques-uns d'entre eux déclarent même ressentir certaines tensions sur le chantier. Que devrait faire Frédéric, qui est aux prises avec des problèmes de recrutement, mais qui souhaite assurer la qualité des travaux, le respect des échéanciers et un environnement de travail agréable? Pour en apprendre davantage et pour avoir des explications sur cette situation à ce propos, nous discutons aujourd'hui avec Pamela Bérubé, qui est vice-présidente et cofondatrice chez GoRH. Pamela Bérubé, bonjour. Bonjour. Madame Bérubé, c'est malheureusement une réalité. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Elle est bien réelle. Quelles conséquences un manque d'effectifs peut entraîner pour une entreprise en construction? Effectivement, la rareté de main-d'œuvre, elle est criante. Au Québec, on parle que celle-ci va nous amener quelque part en 2030, 2032. Donc, déjà, certains secteurs d'activité, comme la construction notamment, sont gravement touchés par cette rareté de main-d'œuvre-là. Évidemment, on peut dénombrer quand même certains impacts, là, évidemment, par cette rareté de main-d'œuvre-là. Oui. On parlait dans la mise en situation, de la qualité des projets. On parle évidemment de compagnons ou de formateurs, tout simplement, qui doivent accompagner des nouveaux employés assez régulièrement, surtout pour les entreprises qui ont un taux de roulement assez important. Ça crée toutes sortes de défis parce qu'il y a une pression sur les gens qui doivent pallier parfois ou composer avec un roulement de personnel ou un écart de compétences qui se fait sentir là, à l'intérieur des projets. Et évidemment, peut s'en suivre une démobilisation de nos gens. Ouais. Et là, c'est le facteur humain qui sera travaillé ici là, plus particulièrement. Et voire même, puis évidemment, c'est un impact peut-être plus important, mais on peut voir des fermetures d'entreprises, évidemment, parce qu'il y a une rareté de main-d'œuvre, donc peine à recruter, peine à honorer les contrats et donc finaliser tout ça. L'ouverture des bassins a été remarquée, comme j'en parlais dans la mise en situation. Donc, ça a été remarqué un peu plus fréquemment dans les dernières années pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, quel défi l'embauche d'employés issus des bassins de main-d'œuvre peut-elle entraîner? C'est réellement un défi, ça. Oui, parce que quand on parle que les bassins ouvrent, donc c'est des gens qui ont accès à pouvoir posséder leur carte d'apprenti finalement, en n'ayant pas nécessairement un diplôme en poche. Ce qui amène un niveau de compétence des fois qui est pas tout à fait à point pour pouvoir là émettre un travail, on va dire à 100% comme on le souhaite. Ça demande un accompagnement plus assidu, de la formation interne aussi. Et c'est pas tout le monde là qui sont des bons pédagogues. C'est pas. Vrai. Je pense qu'il y a un développement de compétences même pour nos formateurs, pour nos compagnons à venir être plus habilités là, évidemment à être dans l'éducation, dans comment je fais pour développer une compétence, comment je m'y prends, c'est quoi les façons de faire. Puis il y a toute la culture de l'entreprise aussi qui est pas à négliger. Donc on a des gens qui ont des diplômes en poche, qui sont certifiés, que ça va bien, qu'il y a de la qualité. Puis quand on a un taux de roulement, dans peu importe là, le secteur d'activité, quand on a un taux de roulement, évidemment, ça peut vraiment drainer vers le bas là, les équipes. Puis il peut y avoir de la résistance à ce moment-là, effectivement. Aussi. Rareté de main-d'œuvre, là, statistique quand même qui date de 2022, mais qui nomme qu'on est après là, de 14 000 postes vacants. Là, 14 000? Oui. Donc, dans le domaine de la construction, là, puis au Québec, on est à 195 000 postes vacants qui nous amènent à possiblement 1,2 million là, d'ici 2030-2032. OK, ça va en progressant.
Oui, quand même, il faut dire, on a une amélioration de 10 à 12 puisque l'année dernière, on était à 250 000 postes vacants. Là, aujourd'hui, on est à tout près, là, environnant le 195 000 postes vacants. OK, une légère amélioration. Oui. Mais ça va pas être réglé avant 2030, comme on le disait tout à l'heure. Non, bien évidemment, c'est le vieillissement de la population, le taux de natalité qui est plus faible. Donc, c'est un écart où on ne peut pas aller nécessairement remplacer les retraités ou les baby-boomers à 100 là, et laisser le temps aussi aux gens de se former. De se former, oui. Ben oui, c'est un autre aspect. Puis il y a des aspect. métiers qui perdent en popularité. Les métiers plus traditionnels, on le voit, et les jeunes ont moins d'intérêt vers les métiers traditionnels. Donc, on se retourne vers des métiers qui vont être de l'informatique, par exemple, le numérique. L'embauche d'employés, donc, qui ne sont pas formés, est-ce que ça peut créer des tensions entre les employés sur le chantier en tant que tel? Oui. Ben en fait, tous écarts de compétences, c'est vrai. Je dirais, amènent, et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, amènent cette réalité-là. Évidemment, bon, le bassin, comme je vous disais, généralement, c'est non spécialisé, donc pas de certificat en poche, par exemple. Et ici, ça peut apporter, oui, une tension et donc un roulement. Encore une fois, c'est taux intéressant à nommer, là, ici. On parle de l'arrivée de tout près de 17 000 non-diplômés en construction dans la dernière année. Et on avait près de 5 000 là, avec des gens qui, eux, avaient un diplôme en poche. Ce qui est le triple, hein, parce qu'en 2017, on était à 5 700 non-diplômés. Donc, ça donne peut-être une belle envergure de comment on s'y rend aujourd'hui avec des gens là, qui font partie de nos équipes et qui sont non-diplômés aujourd'hui. Défi pour la direction, pour les entrepreneurs et puis pour les compagnons qui doivent coacher, entre guillemets aussi. Oui, et puis dans le volet ressources humaines, qui est évidemment ce pourquoi je suis invitée aujourd'hui, ça l'amène une toute autre réflexion stratégique dans qui on embauche, qui on promue comme surintendant, comme contremaître, parce qu'on veut aller chercher ce savoir-être-là hein, qui va être au niveau de l'éducation, de la pédagogie, de l'andragogie, parce qu'on parle de l'enseignement pour l'adulte ici. Puis, dans les employés qui sont non spécialisés ou du moins qui n'ont pas de diplôme en poche, on a un taux de roulement quand même de 35 % sur 5 ans, sur les 5 dernières années. Donc, ça témoigne quand même qu'une difficulté, hein, des fois, à rester en place parce qu'on peut sentir une pression, on peut sentir cet écart-là au niveau de la qualité, parfois, comparativement à nos collègues de travail. Et donc, s'il y a un roulement, donc c'est à recommencer pour bien des personnes qui sont en poste déjà. Tout à fait. C'est à refaire. Donc, comment assurer que ça se déroule bien lors de l'embauche d'employés? Est-ce que ça se déroule bien lors de l'embauche? Est-ce que ça commence là? Donc, ça fait partie de la solution. Là. Faut parler des solutions en tant que telles. Oui, en fait, on va parler ici de l'expérience employée. L'expérience employée, pour moi, c'est le cycle de vie de quelqu'un qui entre dans une organisation. Donc, de la journée 1, finalement, de la façon dont on l'a passé en entrevue, qu'on a procédé à son contrat de travail, et ça finit jusqu'à, évidemment, une bonne poignée de main si, disons, la personne déménage ou se trouve un autre emploi. Donc, parmi toute cette expérience employée-là, il va y avoir certains moments de points de contact importants à être vigilant et à venir développer. Notamment, l'une des solutions, accueil-intégration. Donc, c'est pas une demi-journée, là. Donc, l'accueil-intégration, on va penser à avoir quelque chose de structuré, quelque chose qui tient la route, avec de la formation, avec des personnes responsables hein, qui sont informées, qui doivent former, puis qui sont informées aussi de la dite date que les gens arrivent pour travailler. Donc, l'accueil-intégration, pour moi, c'est une piste de solution essentielle avec des joueurs clés là, qui sont impliqués. Formation de formateurs. Alors, nos gens qui sont compagnons ou pas compagnons, donc toute personne expérimentée qui a à transférer de la connaissance, à venir développer certaines compétences, a à comprendre les bases minimales là, pour pouvoir être un bon formateur. Autre truc, évidemment. Aussi, on va avoir tout ce qui est la notion de communication. Donc, c'est quoi nos attentes? C'est quoi les cibles? Est-ce qu'on a des indicateurs, justement, à suivre? C'est quoi la soumission? C'est sur quoi on se base? Est-ce que des échéanciers? Est-ce qu'on a des budgets? Donc, des fois, il y a de l'information de base qui peut être distribuée dans les équipes et ça nous permet, justement, de pouvoir prendre des meilleures décisions, exécuter notre travail de la bonne façon. Aussi, il va y avoir toute la notion de post-mortem. Donc, à la fin de chantier, à la fin d'un projet ou même à la fin d'une étape d'un projet, de venir faire le point avec l'équipe puis générer des occasions d'apprentissage et de dire hey, « ça, on l'a fait, cette erreur-là, mais on ne visera pas à l'avoir une deuxième ou une troisième fois. » Mais pour ça, il faut prendre du temps, malheureusement. Et je sais qu'en contexte de rareté de main-d'œuvre, dans beaucoup de milieux, on fait beaucoup avec très peu de main-d'œuvre. On veut aller plus vite. Donc, on va vite. On prend pas le temps de faire des post-mortem. On prend pas le temps de faire des petits kick-offs là, de début de chantier, de début de journée. Donc, les gens connaissent pas trop les priorités. Donc, lance un petit peu partout en espérant de viser juste.
Donc, des fois, il faut ramener le tir, faut des fois rebudgéter certaines choses parce qu'on sent que, bon, il y a eu des pertes de temps, il y a eu des travaux à recommencer, des fois, on tombe dans des extras même. Alors, je vois toutes sortes d'occasions dans les chantiers qu'il peut y avoir. Donc, en résumé, une belle accueil intégration, on forme nos formateurs, on communique franchement, on a des initiatives de post-mortem, puis de feedback là, et de positifs, des feedbacks là, finalement qui seront constructifs là, pour les gens qui composent nos équipes. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions pour faire face à cette rareté de main-d'œuvre? Donc, outre d'embaucher des employés issus de l'ouverture des bassins, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Ben oui, parce que bon, ici, on va parler de la marque employeur, comment une entreprise issue de la construction, donc dans le domaine de la construction, peut bien rayonner. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, quand on parle de métiers qui sont syndiqués de la construction, ben c'est qu'ils ont les mêmes conditions. Qui est chez le voisin ou qui demeure en emploi, ils ont à peu près les mêmes conditions. Maintenant, il faut un peu aller notre baguette magique puis dire ben comment je suis créatif comme employeur pour venir ajouter des items qui vont venir composer une rémunération globale. Des fois, ça va être de la flexibilité de l'horaire. On parle pas ici du taux horaire parce qu'on peut évidemment pas nécessairement y toucher, mais on va parler d'initiatives de flexibilité. On va parler du support au niveau psychologique, on parle de PAE, par exemple. Des fois, ça va être au niveau de la qualité de l'outillage, l'accès à des véhicules d'entreprise. Ça va être au niveau des activités extra-travail qui seront organisées. Donc, il va venir rendre tout ça très cohésif. Parce que, on le sait, une des raisons pourquoi les gens quittent aujourd'hui leur emploi au Québec va être le retour à un milieu de vie ou à une flexibilité qui va amener une santé globale ou en tout cas un bien-être. Alors, dans cet item-là, ben, c'est comment une entreprise qui embauche des corps de métier de construction peut venir agrémenter justement l'offre globale à l'employé et la faire rayonner, cette offre-là. Donc, c'est là où on va parler de la marque employeur, donc comment je me positionne sur le marché. Donc, une flexibilité pour les nouveaux employés, mais aussi pour l'entrepreneur. Il faut que les deux, de chaque côté, mettent un peu, je dirais, d'eau dans leur vin ou à tout le moins avoir une flexibilité. Là. Totalement d'accord. Aujourd'hui, l'offre et la demande renverse un peu la vapeur. Donc, disons-nous les vraies choses. C'est certain que quand je fais une offre à quelqu'un, généralement, il y en a déjà deux sur la table. Donc, c'est sûr que là, ça l'amène une dynamique où on a un petit peu être à la offre contre offre, mais on vise toujours à avoir une relation gagnante-gagnante dans peu importe le milieu de travail. C'est ce à quoi on va viser comme objectif. Maintenant, c'est certain que c'est pas tout à fait la réalité. Je vous dirais même que dans les premières discussions, les premières entrevues, généralement, il y a jadis, là, moi, ça fait quand même quelques années que je suis en ressources humaines, puis dans nos premières expériences d'entrevue, là, tout ce qui était conditions de travail, souvenez-vous, ça passait à deuxième, troisième entrevue, puis encore là, on était gênés d'aborder le sujet. C'est vrai. Aujourd'hui, tout ce qui va être sujet à des conditions de travail, flexibilité, horaire, équipement, après la première minute, là, c'est déjà des choses qui sont discutées. On en parle en partant. Oui, parce que j'ai déjà un autre employeur qui m'a offert. Donc, je veux déjà comparer, je ne vais pas faire perdre votre temps. Tout à fait. Donc, c'est un peu les discussions qu'on a. Et l'agilité de recrutement, parce que oui, on va avoir des entreprises qui vont être hyper attractives, ils n'auront pas de difficulté d'avoir des bons curriculum vitae, des belles candidatures, mais manque de temps. Donc là, j'ai pas retourné l'appel, j'ai pas été capable de faire l'entrevue en visio. Aujourd'hui, c'est les soirs, c'est sur les heures de lunch. La personne, des fois, est assise dans son véhicule de chantier, là, puis est en train de manger son sandwich, là, puis elle nous passe une entrevue. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut être très rapide parce que les bons joueurs vont travailler. Le taux de chômage, vous le savez, il est extrêmement bas aujourd'hui. Exact, c'est vrai. Auriez-vous des conseils pour des entrepreneurs qui envisagent d'avoir recours au bassin de main-d'œuvre ou qui éprouvent de grandes difficultés d'embauche? Je crois que cette réflexion-là, dans le volet planification de main-d'œuvre ou le volet humain, doit aujourd'hui être réfléchie stratégiquement, tout comme le volet financier de l'organisation, tout comme le volet marketing. Donc, de considérer cette réflexion-là annuellement, minimum, annuellement, et d'en faire des chantiers stratégiques de travail puis d'évolution. Donc, le besoin de l'humain va être évolutif. Aujourd'hui, on peut prendre le pouls de nos gens, comprendre réellement le besoin, de mettre des choses en place. On sent que ça fait un certain temps, mais je vous dirais que après un bout, là, il faut refaire l'exercice, reprendre le pouls de nos gens parce que le besoin est évolutif. Donc, si aujourd'hui, c'est de faire un 4 jours semaine, répond à un besoin, peut-être que 2 ans plus tard, c'est pas le 4 jours, mais c'est plutôt d'avoir peut-être, je sais pas moi, des journées plus courtes ou encore c'est d'avoir des congés peut-être supplémentaires santé mieux-être. Donc, il y a plein de pistes de réflexion, mais faut juger que cette réflexion-là, elle est prioritaire. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais par rapport à ça. Et pour ceux qui nous écoutent puis qui, effectivement, sont à l'amorce de cette réflexion-là,
Puis des fois, je sens que quand je suis en consultation avec mes clients, ils savent pas par quel bout prendre, hein, parce que c'est comme si on a le nez trop sur l'arbre, puis on voit pas les perspectives, on connaît pas très bien les tendances. Donc, le plus simple, c'est d'aller à la source. Asseyez-vous avec vos gens, parlez-leur, comprenez c'est quoi le besoin. Parfois, d'entendre le besoin, ça veut pas dire qu'on va le régler tout de suite, mais on peut mettre un espace-temps, c'est-à-dire parmi les besoins qui ont été nommés, 3 ont été identifiés comme priorité cette année, les 3 autres seront pour l'année prochaine. Donc, ça donne quand même une belle perspective de carrière aussi, puis de voir que l'entrepreneur, le gestionnaire investit à l'interne. Donc, ici, tout ce qui va être marque employeur, réflexion au niveau de l'expérience employée, la flexibilité, les communications franches à ce sujet-là seront notamment là, vraiment des conseils que je sens qui sont prioritaires aujourd'hui et qui vont amener des bons résultats là, pour la suite. Et puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça fait désormais partie des entrepreneurs, des entreprises, de toujours prévoir le coût et d'être peut-être 1 ou 2 coups à l'avance toujours. Puis tu le sais que tu vas manquer d'employés, donc il faut agir en amont, toujours. Oui, en amont. Et avoir toujours ça à l'esprit que tu pourrais perdre ton plombier, tu pourrais perdre peu importe ton métier. Là, oui, puis ici, on va appeler ça dans notre jargon de venir mesurer le niveau critique de notre main-d'œuvre. Donc, est-ce que j'ai des métiers à risque? Est-ce que j'ai des métiers qui sont en perte de popularité au niveau des nouveaux étudiants? Est-ce que, par exemple, j'ai des gens qui sont sur le point de quitter pour la retraite? Donc, d'évaluer le niveau critique de certaines personnes et de certains corps de métier nous permettent de mieux planifier et donc de faire des choix judicieux, d'avoir des actions de recrutement tout au long de l'année et non pas faire un sprint de 2 mois où là, on voit dans tous les médias, bon, l'entreprise XY recrute, mais par exemple, on n'entend jamais parler à l'année de cette entreprise-là. Donc ça, c'est des initiatives à longue haleine. On veut attirer les regards parce qu'aujourd'hui, compte tenu que, bon, on le disait, le taux de chômage est très faible, ben quand on embauche quelqu'un, on vient pas de générer de la main-d'œuvre ici. On a créé une chaise vide ailleurs. Donc là, c'est différent. C'est vrai. Donc, il y a cet aspect-là. Puis on voit quand même arriver beaucoup d'automatisation de certains métiers, de certaines tâches, des outils aussi qui évoluent beaucoup. Donc, qui viennent parfois pallier à un manque de main-d'œuvre. Donc, peut-être que cette réflexion-là aussi au niveau du numérique, de la robotique, par exemple, pourrait être une stratégie intéressante, là, tout comme d'avoir des bons liens avec les écoles aussi, puis les milieux de formation. Ben oui, pour embaucher les gens à temps. Pour revenir à notre mise en situation du tout début, il y a du coaching qui se fait sur place, sur les chantiers. Il y a des formateurs, donc, qui viennent aider les nouveaux arrivants, les nouveaux employés. Est-ce qu'il y a une formation pour les formateurs? Est-ce qu'il y a un suivi de fait auprès de ces gens-là? C'est une très bonne question. En fait, c'est sûr que le rôle de l'employeur, c'est d'offrir un milieu, exempt de danger, mais aussi qui prône, en fait, une certaine santé, équilibre. Donc, et enlever les irritants. Oui, et donc d'enlever les irritants, puis d'enlever des fois les tensions qui peuvent se retrouver entre des individus. Ce qu'on remarque effectivement, c'est que, bon, compte tenu qu'un roulement de personnel des fois plus accru, considérant également la rareté qui nous amène des fois à embaucher des gens moins spécialisés, qu'on parle ici de gens syndiqués ou de gens qui sont en administration, qui sont dans une charge de projet, peu importe le domaine, on sent que parfois, on va faire le choix d'embaucher quelqu'un qui répond moins à un profil de compétences, mais qui a une attitude, une volonté d'apprendre. Et donc, ça sera souvent le choix qu'on va faire. Maintenant, comment on va venir gérer ce développement-là et ce compagnonnage-là à l'interne, c'est là où je pense qu'une clé de succès qui peut s'installer pour minimiser les irritants. Ben, d'abord, former les formateurs. Donc, c'était votre question. Former les formateurs. Il y a toutes sortes de formations externes qui existent à ce sujet-là, mais l'entreprise pourrait très bien développer une petite heure là, de formation où on nomme nos attentes, où on nomme un peu la posture d'un bon pédagogue et de venir reconnaître ce rôle-là aussi. Je trouve que c'est important parce que la personne qui forme fait aussi son travail à temps plein. Ah ben oui, elle ne forme pas à la journée longue. Non, donc elle a comme le double rôle. C'est une responsabilité qui mérite d'être reconnue par des incitatifs financiers ou pas. Là. Ici, on peut être dans de la valorisation on parlait tout à l'heure, de polo, qui peut être d'une autre couleur, une signature courriel qui est différente. Même, des fois, je vois des gens qui vont avoir un dossard. Bon, je suis quelqu'un de référence, je suis un formateur. Donc, il peut y avoir des initiatives et c'est valorisant pour la personne qui est expérimentée, qui déploie son savoir et qui veut bien mettre de l'énergie supplémentaire à partager ces connaissances-là. Et pas partir avec. Donc, c'est une intelligence collective qui demeure dans l'entreprise. Et je finirais par aussi dire, ben c'est un processus. Donc, tout processus de formation ou tout processus régulier demande un suivi et un ajustement. Donc, ce n'est pas que de mettre 2 personnes ensemble puis de dire, on se reparle dans 6 mois après le projet.
c'est de voir, est-ce que finalement cette dynamique-là, ce duo-là fonctionne bien? Est-ce qu'on a une belle chimie? Est-ce qu'on peut même mesurer les compétences? Est-ce qu'on sent que la qualité est au rendez-vous? Les délais sont respectés? Donc, une foule d'indicateurs qui est possible de venir valider, mais ça demande un suivi. Est-ce que c'est de l'entrepreneur, d'une personne en ressources humaines ou d'un surintendant? Ici, ça sera alloué la responsabilité à quelqu'un à l'interne, mais c'est un suivi à mettre dans son agenda et à venir faire quelques petites vérifications pour vérifier si on n'a pas des petits changements à faire peut-être dans les deux personnes ou encore dans la façon dont on s'y prend pour former. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Pamela Bérubé, de vous être déplacée aujourd'hui pour notre balado. Merci, c'est un plaisir. C'est ce qui termine ce dernier épisode de notre série Savoir éviter le pire. Nous souhaitons remercier Pamela Bérubé ainsi que Cautionnement Expert et PMA Assurance qui sont les commanditaires de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochaine série d'épisodes qui portera sur une toute autre thématique. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci et à très bientôt.